Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review, et aujourd'hui on va s'attaquer à un show de la AEW, donc oui bien sûr, il s'intitule le show AEW Full Gear 2024, qui s'est débrouillé à Newark, dans le New Jersey. Donc voilà tout, bien sûr le 23 novembre. Et désolé si la vidéo a un tout petit peu de retard, parce que vu comment l'application auquel je fais l'effet glitch vidéo euh, fait des petits siennes, et du coup ben, ça me complique de le sortir très rapidement. Mais du fait que je la sors, ça devrait pas poser problème. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, bien sûr on va attaquer directement sur ce show. Et bien sûr on taque d'abord au pré-show, donc le countdown 0 hour, auquel ben, il se passe pas grand chose si ce n'est que de la parlotte. Voilà, coup-ci, coup-ça. Mais le premier match du pré-show, ben, c'est un match féminin entre Anna Jay contre Deonna Purrazzo, accompagné par Taya Valkyrie. À eux deux forment l'équipe des Vendetta, donc comme quoi ça peut peut-être mener à quelque chose, mais bon, on ne sait pas. Dans le match, peut-être que ça aurait pu être victoire de Deonna Purrazzo, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi. Mais sauf que dans ce type de match, certes, il y avait Taya Valkyrie qui était intervenue pour attirer Anaja à l'extérieur pour lui faire un spear, en plus devant l'arbitre. L'arbitre le voit, mais ne décide même pas de disqualifier un peu Deonna Purrazzo. Et même si Taya Valkyrie fait pas partie du match, mais quelque part, il n'a pas donné de disqualification. Ce qui est un peu bizarre, mais il décide de l'envoyer au vestiaire. Auquel je me dis, si c'est un truc pareil, je l'aurais peut-être disqualifié, sans exception. Mais bon, booking, mais bon, qu'est-ce que j'en ai à faire, quoi. Dans, Bien sûr, dans le match, ça continue, entre Deonna Purrazzo qui me menait son attaque au niveau des articulations du bras, donc en essayant le Fujiwara Warambar, mais elle a laissé une ouverture à Anna Jay pour qu'elle se fasse surprendre. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas? Mais quelque part, je me dis qu'elle a un peu fait exprès pour donner la victoire à Anna Jay. Et du coup, ben, c'est un peu une petite erreur. Je pense que ça aurait dû être victoire à Deonna Purrazzo. Mais bon, ça s'arrête ici. Victoire d'Anna Jay. Je passe au match suivant. Et le match numéro 2, vu comment on était passé au match numéro 1, c'est un match Fatal 4-Way, un match à 4, entre Buddy Matthews contre Dante Martin, contre Commander, accompagné par Alex Abrantes, et contre The Beast Mortos. C'était un match de Spotfest, et auquel ça racontait pas forcément grand chose, si ce n'est qu'on a 4 mecs qui se démarquent, mais il y en a un seul qui va en rester qu'un, et finalement, c'est Buddy Matthews qui ressort vainqueur de ce type de match. Donc voilà, victoire de Buddy Matthews. Maintenant, match numéro 3, auquel c'est un match assez spécial, mais aussi sympathique. Alors, tout d'abord, je sais qu'il y avait Justin Roberts qui accueille Paul White, donc qu'on connaît bien sûr sous le nom du Big Show, qui accueille en même temps un petit garçon, je crois que c'est un influenceur de TikTok et de YouTube, un certain The Riddler, qui sert de, entre guillemets, chronométreur, mais moi je pense peut-être au Timekeeper, vu comment c'est lui qui fait sonner la cloche. Donc voilà, fait les présentations. Donc bien sûr, il s'agit d'une célébrité influenceur américain nommé The Big Boom AJ, accompagné par son fils The Big Justice. Personnellement, je ne les connais pas du tout, même The Riddlers, enfin The Riddlers. Ah, The Riddlers. Ah, j'arriverai jamais à dire correctement si j'articule pas bien. Mais bon, malheureusement, je ne les connais pas. Désolé. Si vous les connaissiez, ben, peut-être que vous en saviez plus que moi, mais malheureusement, je ne les connais pas. Et bien sûr, Big Boom AJ affronte Cutie Marshall, auquel il est accompagné par The Ace of Spice Academy. Ça fait un bail qu'on n'a plus vu Cutie Marshall depuis qu'il a été exilé au Mexique du côté de la Triple A. Et que maintenant il revient pour, on va dire, mettre over une célébrité
pas liés au catch et auxquels il n'y a pas d'expérience aux côtés de Big Boom AJ. Donc bien sûr, voilà, je vous le dis clairement, ce n'est pas un catcheur. Big Boom AJ n'est pas un catcheur. Big Justice, c'est juste un enfant. The Riddlers aussi, c'est un enfant. Et du coup, ben, c'est un peu, on va dire, un match de, bah, pour faire parler d'eux, je crois, ou juste pour le fun, vu comment AEW, c'est vraiment pour le fun. Pas grand chose de spécial. Pourtant, c'est un peu critiquable parce que, sachant que l'AEW veut faire exactement comme la WWE, c'est-à-dire faire ramener des célébrités pour les faire tester au catch. D'ailleurs, à ce que j'ai entendu dire, ils essayent de faire avec Jake Paul pour qu'il sert de soutien à Logan Paul ou qui peut peut-être catcher dans un ring. Vu comment, j'espère que vous avez tous vu son affrontement face à Mike Tyson, qui était, on va dire, une série Netflix, au niveau des entraînements, plus au niveau de la boxe. À ce qui paraît, tout ça a été arrangé. Je ne sais pas, je préfère pas semer le doute, mais apparemment, peut-être que c'est le cas. Mais pour ceux qui ont vu Netflix, savent de ce qui s'est passé. Et auquel, certes, c'est un peu triste pour la légende de Mike Tyson. Et quand je dis ça, ben, je le dis vraiment avec le cœur, quoi. Mais bon. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise dans ce match, si ce n'est que, certes, la foule a bien réagi aux côtés de The Big Boom AJ, et auquel forcément il y a eu des bonnes réactions, des petits comebacks par-ci par-là, mais c'est QT Marshall qui gérait la rencontre, vu comment QT Marshall, certes, ce n'est pas une top star du catch, ce n'est peut-être pas non plus un draw ni un gros nom, mais c'est quand même quelqu'un, certes, qui, qui n'a pas, on va dire, un palmarès plus lourd, mais il a quand même de l'expérience, vu comment ça fait quand même plus d'une dizaine, je crois que c'est une dizaine d'années, hein, j'en suis pas sûr, mais peut-être que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il catch. Donc en gros, c'est un vétéran que Bimbo AJ. Donc voilà, même quand AJ tentait de faire des multiples comebacks, certes il se faisait calmer par QT Marshall. Alors bien sûr, il y avait une intervention de Aaron Solo auquel AJ lui mettait une droite pour le faire dégager. Et pourtant, même si ce n'est pas un catcheur, il a quand même du cran, The Big Boom AJ. Je dis ça parce que certes, il a le courage de chuter sur le ring, même en faisant un genre de superplex, alors que vous saviez autant que bien que moi que les personnes qui commencent à débuter dans ce type de match ou dans un type de rencontre, bah, ils n'ont pas assez d'expérience, ce sont encore des rookies. Donc c'est un fait et c'est réel. Je ne suis pas en train de vous raconter des salades, c'est un fait. Et malheureusement, bah, il n'est pas prêt, quoi. Même si je sais que ce monsieur n'a pas... enfin, certes, il a des petits biscottos, mais il n'est pas très bien taillé au niveau physique. Après, je taille pas le physique, hein, je ne taille pas le physique, mais moi, je sens qu'il n'est pas prêt et que je sens qu'il voulait faire du catch pour faire plaisir à son fils ou à sa femme, à ses amis les influenceurs comme The Riddlers, pour la galerie, je crois, pour montrer à quel point il en est capable de faire et qu'il a du courage, et aussi pour il faut avoir une mentale d'acier pour se prendre des bumps, hein. Mais auquel ça va, il a pas trop pris de bump, parce que ça aurait pu être pire pour Big Boom AJ. Bon, bien sûr, dans ce temps-là, il y avait QT Marshall qui s'est fait spirer par Big Justice, et ça permet à Big Boom AJ d'effectuer un powerbomb sur QT Marshall pour la victoire. Et auquel, comme j'ai dit, c'était un match sympathique. Après, est-ce que c'était un bon match? Il y avait des moments qui étaient bien, mais c'est pas le meilleur match du pré-show. Parce que de toute façon, c'est le dernier match du pré-show. Parce que vu comment on est au match numéro 3, maintenant, on passe au match numéro 4. Et bien sûr, ce 0 or va se conclure avec les arrivées des équipes. Donc il y avait l'arrivée de The Hot Runners, de Acclaimed, et surtout ben, d'une entrée métallique de House of Black, donc bien sûr comment dire, the, allez, the King of the Blackthorn,
donc un peu inspiré de l'univers de Game of Thrones. Donc vous avez bien compris. Contre Private Party. Sauf que Private Party ils feront leur entrée dès qu'on passe directement à la carte principale. De toute façon, on est déjà à la carte numéro 4. Enfin, au match numéro 4, pardonnez-moi. Bien sûr, dans la carte principale, c'est bien sûr un match à 4 par équipe pour les titres du monde par équipe, justement. Donc, The Private Party, Zay, Isaiah Cassidy, Quen, Mark Quen, contre The Hot Runners, True Magnum et Turbo Floyd. Et comme je vous ai dit, The King of the Blackthorn, donc House of Black, on va dire ça comme ça, Malakai Black, Brody King, et contre The Acclaimed, Anthony Bowens et Max Caster. Alors dans ce match, certes, ça peut peut-être raconter quelque chose si c'est bien coordonné en équipe, mais souvent c'est que des spots sur spots pour épater la galerie. Et personnellement, je vous le dis, et je vous l'avais peut-être déjà dit, mais je suis pas fan des Hot Runners, malheureusement. Certes, c'est un peu les Mega Powers du pauvre, avec un Hulk Hogan du pauvre et un Macho Man Randy Savage du pauvre. Donc certes, moi je les trouve un peu ridicules. D'ailleurs, ils sont comme l'autre équipe de 3 qu'on les voit à Rampage et à Collision, auxquels moi je les trouve pathétiques, ridicules au possible. Et du coup, je ne suis pas fan malheureusement. Bon après, entre The Acclaim, entre Anthony Bowens et Max Caster, certes, leur délire c'est un peu cucu, mais je reconnais qu'ils peuvent être drôles à quelques petits moments. Et dans ce match, on sentait qu'il y avait une toute petite légère tension. Est-ce que c'était du troll ou alors c'était juste pour, euh, pour de vrai? Et à un moment donné dans le match, Max Caster et Anthony Bowens, je crois que c'est Max Caster qui se trouve par terre et Anthony Bowens qui fait le pin sur son partenaire. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe que... Pourquoi il fait ça? C'est n'importe quoi, ça. Eh ben, à mon avis, c'était pour le troll. Je pense que c'était pour le troll, mais assez de rigoler, vu comment c'est The Private Party qui se démarque de la plupart des équipes auxquelles ils les ont quasiment battus. Et vous voulez savoir comment Private Party a obtenu les titres par équipe? Alors justement, ils l'ont obtenu lors d'un show de Dynamite. Et pendant ce show de Dynamite, les Young Bucks, donc les EVP, ont préféré plier bagage et de dire ouais, personne ne veut nous comprendre, personne veut nous prendre au sérieux, alors nous on préfère de partir et travailler à la maison. Et qu'il en soit ainsi. Donc bien sûr, comme des enfants pas contents, ils ont préféré de se casser pour encore ajouter à leur côté pathétique, parce que on sait qu'ils sont déjà pathétiques de base, mais là c'est vrai que ça l'est encore plus. Même si je ne suis pas fan des Young Bucks, je reconnais qu'ils ont fait un bon boulot en tant que heel auquel on peut quasiment détester. Même si voilà, on sait ce qu'ils sont. Mais sinon, c'était un petit peu bon leur règne, pardonnez-moi. Mais on va se passer à autre chose. Merci. Donc victoire de The Private Party, on en reste là. Bon, je vais faire un petit peu pause. Maintenant, match numéro 5, et c'est un match simple, entre Maxwell Jacob Friedman, donc MJF, contre Roderick Strong. Alors, cet affrontement, je ne comprends pas du tout, mais tout ce que je sais, la rivalité est centrée entre MJF et Adam Cole, et pas entre MJF et Roderick Strong. Donc, je ne comprenais pas pourquoi Roderick Strong s'ajoute à ça. Alors, peut-être que ça aurait pu se régler lors d'un épisode de Dynamite, peut-être, mais vu comment c'est Tony Khan qui en a décidé de le mettre en pay-per-view, parce que peut-être qu'apparemment Adam Cole n'est pas prêt, ou alors il préfère fuir la rivalité qu'il y a entre MJF. Même si je sais pendant tout ce temps, MJF était chez lui, en train de passer du bon temps, en train de regarder la télé, de ce qui se passait à Dynamite, de se faire masser, bref, de passer du bon temps, ce que vous voulez. Eh bien, lui, il se la coulait douce pendant que Strong et Adam Cole, on va dire, se torturait contre les personnes engagées par la Don Callis Family. Donc, à quoi vouloir s'attendre? Même si, pour être honnête, il n'y a pas de grosse rivalité entre Strong et MJF. Même si il veut prouver à MJF qu'il faut pas trop longtemps faire le malin envers son copain Adam Cole.
Mais malheureusement, pour Roderick Strong, certes, le match était bon, hein, je dis pas le contraire, le match était très bon, mais ce sera MJF qui aura le dernier mot. Certes, il va torturer Roderick Strong et peut-être en lui pétant le bras, je sais pas si c'est une vraie blessure ou juste une blessure dans la storyline, mais ça a l'air de voir que c'est un peu réel. Mais tout ce que je sais, MJF, en fin stratège, il va travailler dessus. Et bien sûr, il va en finir avec son fameux Fujiwara Armbar. Auquel là, il n'y a pas d'erreur avec ce Fujiwara Armbar. Là, c'est sûr, MJF, il ne laisse pas une ouverture à Strong. Et ça, je pense que Deonna Purrazzo aurait dû le faire, si seulement. Mais bon, je veux pas tailler, quoi. Et forcément, c'est MJF qui remporte le match en faisant soumettre Roderick Strong. Et pourtant, MJF, il ne s'arrête pas là, il va commencer à détruire Roderick Strong et même à lui péter le bras. Et bien sûr, la conglomération, donc équipe composée de Tomohiro Ishii, Kyle O'Reilly, Rocky Romero, peut-être Mark Briscoe, qui se rapplique pour faire fuir MJF. Et après, à la fin, Adam Cole aussi. Et même Undisputed Kingdom, donc Mike Bennett et Matt Tavern, qui viennent aussi à la rescousse. Donc bien sûr, Kyle O'Reilly reproche à Adam Cole d'avoir laissé MJF lui péter le bras, quoi. Donc pour ça, il l'en veut un petit peu. Et quelque part, Adam Cole aussi s'en veut. Mais bon, ça s'arrête ici. Victoire de MJF. Et on passe au match suivant, vu comment c'est un match féminin pour le titre TBS. Donc, les catcheuses, bien sûr, Mercedes Moné, qui ne connaîtrait pas Mercedes Moné maintenant, vu comment on sait que c'est Sasha Banks, contre Kris Statlanders, auquel est-ce qu'elle pourrait peut-être récupérer son titre? Bonne question. Alors, dans ce match-là, certes, je m'attendais à pire de Mercedes Moné, mais là, je peux reconnaître, c'était pas mal. C'était pas mal et pourtant je sais que Mercedes Moné, les fois où elle catchait, elle m'a pas réellement très convaincu, voire un peu déçu. Mais là, elle nous a sorti quelque chose d'assez incroyable. Et là, je peux reconnaître, les matchs qu'on a eus jusqu'à présent étaient pas mal. Certes, le match par équipe à 4 qui était bien, MJF Strong, et les autres matchs qui vont suivre pourraient peut-être rejoindre, hein, mais je peux pas tout allonger la carte. Si je le pouvais, je pouvais le faire sur mon Instagram. Mais bon, je préfère de citer ceux que j'ai préférés. Et bien sûr, là, j'ai un peu préféré. Après, pas beaucoup, mais j'ai quand même adoré. Et que certes, Mercedes Moné, elle a été un peu peste, un peu désespérée, et qui sait, elle essayait du mieux qu'elle pouvait d'en finir très rapidement. Pourtant, elle va réussir quand même à mettre à mal Kris Statlanders, malgré les offenses et les comebacks de Kris Statlanders, qui était prêt à finir avec Mercedes Moné, avec son pile driver modifié. Même si Monet aussi voulait faire sa prise le Money Maker, mais à la seconde, j'ai eu un petit peu peur d'une potentielle blessure soit pour Mercedes et pour Chris à la fois. Mais bon, peut-être que je me suis un peu soucié vu comment ça a l'air qu'ils ont l'air d'aller bien. Et auquel, bien sûr, forcément, Mercedes Moné retourne la situation pour guillotiner Chris Statlanders et piéger Chris dans une position inconfortable auquel elle va réussir à faire le pin en la surprenant magistralement. Et que forcément, c'est Mercedes Moné qui remporte le match et qui conserve le titre. Donc victoire de Mercedes Moné. Pour l'instant, qui peut arrêter la CEO de l'AEW? Mais bon, on verra bien, mais bonne victoire de Mercedes Moné. Je passe au match numéro 7, et c'est encore un match simple, entre Switchblade Jay White contre The Eggman Adam Page. Partie 2 en pay-per-view. Et apparemment leur 5e affrontement dans les shows différents. Vu comment, à ce qui paraît, ils se sont déjà affrontés à la Ring of Honor, à la New Japan Pro Wrestling, et par la suite dans quelques shows AEW. Peut-être pas dans un PPV, mais peut-être dans un événement hebdomadaire.
Et pour l'instant, ben, certes, Adam Page n'a jamais battu Jay White, mais Jay White l'a battu 4 fois. Donc c'est un peu le match retour. Et c'est sûr, ben, Adam Page, il s'est transformé en véritable malade mental. Même s'il est en mode Red Dead Redemption, mais il était en mode malade mental, vu comment il était prêt à péter la cheville de Jay White. Donc il travaillait sur le ankle lock, bah, bien sûr sur la cheville déjà endolorie de Jay White, auquel ben, il le vend comme à la perfection. Jay White, là, il est en mode survie, en mode chercher une faille à son adversaire pour, euh, pour dégainer ses prises dont il est habitué à faire et auquel Adam Page aussi ne va pas l'emménager, vu comment il est prêt à tout pour détruire son Némésis. Et du coup, voilà comment se pourrait en finir le match si l'un des deux remportait la victoire. Alors peut-être que Adam Page était un peu trop gourmand, il voulait peut-être en finir très vite avec Jay White, vu comment il voulait dégainer sa Birdshot Lariat, mais Jay White le contre en Blade Runners, et forcément Adam Page ne va pas se laisser avoir par ce Blade Runners, vu comment il retourne la situation. Bien sûr, Jay White lui fait retourner la situation, il le prend de vitesse, et là, c'est à ce moment-là auquel il va lui faire un Blade Runners. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas compris, Blade Runners, c'est un peu le Sister Abigail de Bray Wyatt. Donc, il fait le Blade Runners, 1, 2, 3, et là, ben, c'est victoire de Jay White pour la 5e fois. Donc, il n'a pas battu non 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais 5 fois. Peut-être qu'un jour Adam Page pourra battre à nouveau Jay White. Qui sait? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Et voilà. Mais sinon, bonne victoire de Jay White, auquel j'ai bien apprécié ce match. Et maintenant, je passe au match numéro 8. Donc, bien sûr, on poursuit. Bien sûr, comme j'ai dit avec le match numéro 8. Pour l'instant, on a enchaîné avec des bons matchs. Et on a même enchaîné avec des bangers en termes de match. Hein. Ce qui est mieux que l'année passée. Je peux vous reconnaître. L'année passée, j'avais regardé le show Full Gear, auquel ben, j'ai trouvé que c'était quand même un peu décevant. Bon, il y avait quelques matchs, hein, forcément, il y avait quelques matchs, mais qui étaient un peu décevants. Et en plus, entre Adam Page et Swerve, certes, c'était un 5 star et auquel c'était un bon match, mais ce qui m'avait dérangé, c'était le no-selling. Mais bon, maintenant, j'ai oublié, même si ça va rester aggravé dans la chaîne de DVD Pro Catch / Mystery View. Mais sinon, voilà, j'ai quand même adoré ce Full Gear. Et pourtant, c'est pas terminé. Ce n'est que encore le commencement. Enfin, encore, c'est pas encore terminé, quoi. Mais bon, vous saviez maintenant, c'est un match encore simple, mais cette fois-ci entre deux anciens meilleurs amis, Kyle Fletcher contre Will Ospreay. Bon, je peux vous résumer l'histoire. En gros, vous saviez que Kyle Fletcher a trahi Will Ospreay pendant un match à three-way pour le titre international. Et du coup, ben, Will Ospreay cherche à tout prix à se venger de celui qu'il considérait comme un ami, celui qui l'a aidé à, à parcourir le monde entier, que ce soit l'Angleterre, le Japon et même les États-Unis. Donc certes, ils ont fait du bout de chemin ensemble, ils ont même fondé une équipe The Empire Kingdom au Japon. Et du coup, ben, Will Ospreay cherche à tout prix de se venger de celui qu'il considérait comme son ami et de le faire remettre à sa place. Et pendant ce temps-là, certes, Kyle Fletcher, il est toujours dans l'équipe de la Dunn Callis Family, mais surtout, il s'est rasé la tête pour montrer une phase de sa nouvelle personnalité. Et auquel, ben, certes, il a fait un glow-up, on va dire ça comme ça, mais il a du potentiel, Kyle Fletcher. Je sens qu'il a vraiment beaucoup de potentiel et que là, il veut montrer à Will Ospreay que ce n'est plus bah, son petit laquais. Maintenant, il fonctionne en solo. Il veut avoir du succès en solo. Marcher tout seul sans Will Ospreay. Donc, il veut prouver à tout prix que il vaut mieux qu'un Will Ospreay. Pardonnez-moi.
Ensuite, ben, je ne sais pas si ce match-là, on pourrait le pré-shot à un 5 star. Parce que vous connaissez sûrement Will Ospreay, hein, et vous connaissez aussi Dave Metzler. Vous saviez que ce type adore mettre des 5 étoiles à des matchs. Et surtout quand c'est à Will Ospreay. Parce que il faut voir les notations de 5 étoiles qu'il y a pour Will Ospreay. C'est abusé, hein. Clairement abusé. Bon, après, je sais que c'est son chouchou à Dave Metzler. Et bien sûr, quand on voit Will Ospreay qui catch lors d'un Dynamite, lors d'un Collision, lors d'un Rampage, n'importe quel show de AEW, eh ben, directement, sous son front, c'est marqué Monsieur Five Star. Donc il y a le côté Five Star qui le colle à la peau. Donc bien sûr, peut-être qu'on pourrait pré-shot un 5 étoiles s'il le faut. Après, je peux me tromper. Mais ils l'ont prouvé bien avant qu'ils ont su faire un match 5 étoiles, Osprey et Fletcher lors d'un Dynamite. Donc possible que ce serait possible d'un 5 étoiles. Donc je suis persuadé que ce serait le cas. Euh, Bien sûr, le match, on a affaire à un combat d'hommes qui veulent en découdre, mais ça n'empêche pas ben, le côté acrobatie de Will Ospreay qui veut montrer à quel point, certes, il essaie de raconter une histoire, ou presque, même si en faisant des rôles acrobatiques, ça ne raconte rien du tout. Mais bon, ça c'est le côté voltigeur qui parle pour eux. Mais après, je reconnais qu'il y avait un côté strong style dans leur catch. Surtout quand c'est Will Ospreay. Certes, il veut faire mal à Kyle Fletcher pour la trahison, et Fletcher cherche à tout prix de fuir la confrontation et de prendre par surprise Will Ospreay pour, euh, pour qu'il commet une erreur et de enchaîner sur une des failles. Il y a eu des prises dangereuses, bien sûr, entre les deux hommes. Ça n'a pas empêché Ospreay à enchaîner un Tombstone Piledriver à l'extérieur du ring, de faire également un Styles Clash dans le ring, bien sûr. Et Kyle Fletcher aussi tente des trucs aussi un peu, on va dire, assassins. Donc il veut tuer celui qui se fait appeler l'assassin aérien pour montrer que ça peut être un assassin sous le ring. Il y a un moment donné auquel il y avait du no-selling pour Kyle Fletcher quand Ospreay dégaine son Blade Runners. Et forcément, Fletcher, il ne vend pas, il no-sell le Blade Runners. Enfin, le Blade Runners. Non, c'est pas le Blade Runner, c'est Hidden Blade. Excusez-moi, le Hidden Blade. Eh bien, il ne le vend pas pour montrer à quel point ben, Will Ospreay peut être faible et qu'il a tant donné dans cette bataille. Il a déjà un coup endolori et un épaule déboîté. Donc forcément, pour lui, il est comme fini. Et pourtant, Kyle Fletcher, il pouvait avoir Don Callis dans son coin, mais Don Callis n'est pas présent dans le coin. Vu comment il est aux commentaires, je crois. Donc à regarder le match, forcément. Et pourtant, il pouvait utiliser sa malice au niveau de la triche. Mais il n'y a pas de triche. C'est juste un combat réglo. Et certes, Will Ospreay voulait en finir, mais c'est Kyle Fletcher qui va battre Will Ospreay avec un Brainbusters du haut de la troisième corde. Et du coup, ben, victoire de Kyle Fletcher, et c'est sûrement l'un des plus grosses victoires de Kyle Fletcher à ce jour. Et il a vraiment du potentiel. Il peut avoir ce côté star en Kyle Fletcher. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez envers de l'Australien, mais il y a un côté star en lui. Je, je suis presque persuadé, hein. Mais maintenant, attendons voir à quoi ça va donner. Est-ce que la rivalité entre Ospreay et Fletcher va continuer? Malheureusement, j'ai pas la réponse à ça. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas. Mais bon. Maintenant, je passe au match numéro 9. Donc, ah oui, j'ai eu le temps de réfléchir. Avant de passer au match numéro 9, on va directement passer à un segment de célébration pour le titre féminin d'AEW entre Maria May et Mina Shirakawa qui célèbrent un toast entre filles. Alors oui, j'ai vu ça passer. Alors, ça ne racontait rien de spécial, si ce n'est qu'ils se mettent en avant. Elle met aussi Maria May en avant, Mina Shirakawa aussi, et auquel ben, ils célèbrent un toast. Et là, je m'étais dit, peut-être après le toast, ils vont peut-être se faire des petites gâteries, un petit dîner aux chandelles pour, euh, pour que les choses se gâtent.
Ou alors, qui sait, pour les trucs coquinous entre fillettes, faire des folies de leur corps dans un hôtel. Et j'étais persuadé qu'ils vont peut-être faire une Mariam et Tony Storm. Et forcément, ben, il y avait le côté trahison auquel je ne m'y attendais pas. Vu comment Mariamé, elle possédait une bouteille en main pour essayer d'éclater la bouteille dans la tête de de Mina Shirakawa. Shirakawa, elle a esquivé le coup de bouteille et en plus, elle donne un kick à la bouteille et qui casse automatiquement la bouteille de champagne. En représailles, Mariamé commence à cracher à la gueule de Mina Shirakawa. Mina n'est pas contente, lui fait un spire qui passe toutes les deux à travers la table. Et pendant cette chute, eh ben, je pense qu'elle s'est mordu la lèvre ou alors elle s'est coupé la lèvre et qu'elle a fini en sang au niveau de la bouche. Et ben du coup, certes, elle célèbre sa victoire en quelque part une victoire entre guillemets en mettant KO la championne et en lui faisant un baiser sur le front malgré qu'elle est ensanglantée. Ce qui est un peu dégueulasse, mais voilà comment peut se clôturer ce segment et la fin d'un roman d'amitié entre Maria et Mina. Je sais, ça sonne moins, mais j'ai essayé. Mais bon, voilà, maintenant elles ne sont plus ensemble, maintenant elles sont rivaux. Voilà. Et là, maintenant, on passe au match numéro 9 pour un titre, mais cette fois-ci TNT d'AEW entre Daniel Garcia contre le bouc émissaire Scargold Jack Perry. Alors, vu comment ses amis les Young Bucks ont plié bagage pour rester chez eux comme des enfants pas contents qu'ils ont rien reçu pour Noël, eh bien maintenant, c'est à lui seul de se débrouiller comme un grand. Et entre-temps, c'est un tout petit peu pareil pour Kazuchika Okada, même si on ne le voit plus pour une raison évidente, c'est qu'il est papa pour la deuxième fois, donc pour ça, félicitations pour Kazuchika Okada. Donc Kazuchika Okada, bien sûr, c'est un gros félicitations à lui. Mais ce qui est triste avec lui, c'est que il a perdu son intérêt et dire qu'au Japon, c'était un dieu vivant, et quand tu vas à la W, t'es un rien du tout, quoi. Et ça, c'est hyper triste. Pourtant, je pense que lui aussi va pas tarder à perdre le titre. Après, je peux peut-être me tromper. Il a peut-être moyen qu'il s'en sort, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait pour Okada. Mais bon. Eh bien, dans ce match-là, certes, il était bien, mais il n'était pas aussi fou. Alors, certes, Jack Perry voulait faire souffrir Daniel Garcia. En même temps, pour toutes les fois où il a fait souffrir en kidnappant Daddy Magic, Matt Menard, et bien sûr, Daniel Garcia, lui, veut sa revanche pour ça. Et il faut pas toucher à un ami de son ami, quoi. Sinon, on risquerait de le payer très très cher. Et d'ailleurs, Jack Perry l'a pris à ses dépens. Même si je peux savoir que dans ce match-là, Jack Perry s'est offert aux peintures à Daniel Garcia. Et forcément, c'est Daniel Garcia qui le fait soumettre avec un Dragon's Two je crois. Je sais pas si c'est ça le nom de la prise, mais je sais que c'est marqué Dragon, c'est quelque chose. Mais en tout cas, il arrive à faire soumettre Jack Perry et que pour la première fois, il devient champion AEW TNT. Même si je sais qu'auparavant, il avait été champion pur de la Ring of Honor à la AEW. Mais là, il capture un titre à la AEW, mais cette fois-ci officiellement. Donc le titre TNT. Donc félicitations pour Daniel Garcia. Est-ce que ça va durer encore éternellement? Je n'en ai aucune idée. Bon, en tout cas, c'était pas mal. Voilà. Maintenant, je passe au match numéro 10. Et bien sûr, c'est pour le match international de l'AEW entre Konotsuke Takeshita contre Ricochet. Alors, certes, la rapidité de Ricochet dans ce match peut faire toute la différence. Et la puissance et la brutalité de Takeshita aussi. Ça peut très bien matcher entre les deux. Et auquel on peut ressentir de l'impact, de la puissance, de la rapidité, de la voltige. Un petit peu de technique aussi. Mais certes, Ricochet était prêt à tout pour faire basculer ce mal alpha de Konotsuke Takeshita, à le faire pencher pour montrer qu'il faut être pris au sérieux.
Mais très vite, il se fait calmer par la puissance de frappe de Takeshita. Parce que, mon Dieu, Takeshita, les coups d'avant-bras qu'il lui envoie, c'est tonitruant, hein. Facilement décapitable, hein. Il met toute sa puissance dans son coup d'avant-bras. C'est impressionnant pour moi. Et auquel ben, il lui sort un Blue Thunder Bomb. Ricochet, bien sûr, il régale la foule avec ses prises acrobatiques qui fait lever plus d'un. Même si ça ne raconte pas grand-chose, au moins on est bien servi, hein. On est bien servi à du match assez équilibré entre les deux. Mais malheureusement pour Ricochet, il se fait vraiment calmer par la puissance de frappe de Takeshita qui bat directement Ricochet. Donc c'est victoire de Takeshita qui conserve le titre. Donc voilà tout. Maintenant je passe au match numéro 11 et c'est un match de gros monsieur, de homme bagarre, on va dire d'intérêt au niveau du pouvoir entre la EW et, euh, et j'en passe des choses. Même si tout ce que je dis ne veut absolument rien dire, mais j'essaie de mieux le vendre comme je peux. Mais bon, c'est pas facile pour moi. Donc bien sûr, c'est un match entre Bobby Lashley, qui est accompagné par le Hurt Syndicate. Donc bien sûr, on connaissait le Hurt Business à la WWE, auquel il y avait un potentiel énorme envers cette équipe. Mais comme d'habitude, la WWE préfère de tout gâcher. Mais bon, espérons qu'ils vont réussir à la EW. Donc bien sûr, je parle bien sûr de Mantel Vantervius Porter, MVP, et Shelty B, Shelton Benjamin, contre Swerve Strickland, accompagné par The Prince Nana. Alors bien sûr, c'est à ce moment, on va dire, auquel Bobby Lashley avait fait ses débuts officiels à la EW et retour dans le monde du catch pour marquer un grand coup. Et c'est en attaquant Swerve Strickland auquel il peut s'assurer qu'il pourrait être pris au sérieux et pour montrer à quel point il n'est pas là pour rigoler. Et qui sait, il veut faire de la EW son propre business, sa propre entreprise, avec lui MVP et Shelton Benjamin. Et ça, bien sûr, Swerve Strickland ne digère pas l'agression, préfère d'en découdre avec The Almighty, le Tout-Puissant. Donc, bien sûr, Swerve Strickland, comme un lion enragé, préfère pas lâcher l'affaire et de s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. De toute façon, même Swerve Strickland, c'est plus n'importe qui maintenant. C'est maintenant quelqu'un de connu maintenant dans le monde du catch. Et du coup, on a affaire à deux hommes auxquels il préfère en découdre pour le pouvoir d'AEW et pour montrer à quel point qui dirige cette industrie. De toute façon, on parlait de tout et de rien, mais il y a aussi une autre équipe qui veut diriger l'AEW. Donc voilà tout. Pourtant, certes, ça s'est démarré pas avec de la technique, mais plutôt avec de la bonne baston entre les deux. Parce que vu comment les coups de Bobby Lashley sont très puissants et Swerve Strickland veut trouver une stratégie pour faire chuter la bête enragée qui est Bobby Lashley. Donc il veut à tout prix faire calmer ce monstre de muscles, quitte à utiliser un Swerve Kick ou un Swerve Stomp, mais rien y faire, hein, vraiment rien y faire, vu comment on va dire Swerve il a trop dégainé trop vite ses arsenals fétiches, et qu'il se fait calmer par la puissance de Bobby Lashley. Donc il le découpe avec un spear et ensuite c'est là auquel il termine en le faisant un full Nelson, un hurtlock auquel il va pas réussir à faire soumettre Swerve Strickland, mais il va réussir à le faire perdre connaissance. Donc au moins Swerve, il n'aura pas perdu par abandon, mais perdu par pur qu'il a perdu connaissance quoi. Donc, c'est victoire de Bobby Lashley qui célèbre sa victoire. Et d'ailleurs, il n'en a pas fini, vu comment il allait faire ça aussi à, au Prince Nana. Donc, il fait un hurtlock sur Prince Nana, qui le torture et qui le met tous les deux au sol. Donc, pour l'instant, c'est Swerve et Nana qui sont à moitié morts sous le ring, pendant que les trois hommes célèbrent leur victoire. Et surtout pour Bobby, qui marque un grand coup. Donc pour un retour gagnant,
Ça s'annonce très bien. Voilà tout. Et maintenant, je passe au main event. Et dans ce main event, eh bien, c'est pour le titre du monde de la AEW qui est emprisonné dans la mallette des Death Riders. Donc, je veux bien sûr parler de Jon Moxley, accompagné par The Death Riders, et non, maintenant, ce n'est plus The BCC Blackpool Combat Club, vu comment le Blackpool Combat Club est mort avec la carrière de Bryan Danielson, entre guillemets, hein, vu comment Jon Moxley se vante d'avoir mis à la retraite Bryan Danielson. Donc pour lui, le BCC est mort avec lui. Et que maintenant, c'est maintenant lui qu'on l'obéisse, vu comment ils se font appeler The Death Riders. Alors là, bien sûr, il affronte Orange Cassidy, qui s'affronte. C'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, Moxley et Cassidy, mais là, je peux reconnaître, c'est intéressant. Pourtant, les autres fois, ce n'était pas intéressant, mais là, je peux reconnaître que ça en l'est. Mais bon. Bien sûr, Jon Moxley, depuis qu'il a fait un vrai heel turn et qu'il nous a montré son vrai visage et son potentiel psychopathe, parce que quand il se fait entourer par Claudio Castagnoli, le Bâtard Pack, et maintenant de Wheeler Yuta, et aussi de Marina Shafir, ben là, il montre à quel point, ben là, c'est du pur badass, et au moins, ça paraît crédible, du fait qu'il ne surjoue pas trop et que ça ne devient pas une parodie de lui-même. Là, je reconnais c'est intéressant envers Jon Moxley, vu comment Marina Shafir, certes, c'est sa garde du corps, et auquel c'est elle qui possède la ceinture dans la mallette, qui est menottée à elle. Donc, celui qui oserait lui prendre la mallette, il faudra lui passer sous le corps. Et passer sous le corps des garçons aussi. Et quant à Orange Cassidy, il a obtenu le match parce que Jon Moxley et le Death Riders ont démoli justement Chuck Taylor. Donc ils l'ont démoli sur ses yeux. Et petit à petit, il a commencé à montrer quelque chose auquel il n'avait jamais montré auparavant, Orange Cassidy. Et c'est quand même intéressant. Il commence à devenir un peu énervé, il commence à devenir un peu pas très joyeux, il commence à maintenant montrer que là c'est du sérieux, il ne veut plus rigoler, il ne veut plus jouer, et que là il veut se venger de cette horrible agression. Bon après, il a encore ses mauvaises manières, hein. Mettre les mains dans les poches, donner des petits coups de pied qui ne font rien, donc ça c'est encore le petit démol qu'il a encore, mais quelque part, il nous montre une nouvelle facette de sa personnalité, ça peut être acceptable. Bon, après, faudrait qu'il arrête d'essayer d'enjailler le public en donnant des faux coups de pied. Nous, on veut qu'il donne des vrais coups de pied très percutants et qu'il catch vraiment comme un pro. C'est tout ce qu'on demande de lui. Eh bien, dans ce match-là, je sais qu'Orange Cassidy, il a tout donné. Au début, c'était que des Orange Superman Punch, donc bien sûr les Superman Punch auxquels il a envoyé à Jon Moxley, et qui démarre très vite la rencontre, qui le démolit, qui le tatane, même à l'extérieur du ring. Et il y a un moment donné auquel Moxley va prendre l'avantage, il va, on va dire, percuter Orange Cassidy, et auquel Orange Cassidy va se retrouver en sang, donc il va saigner du front. Et bien sûr, quand Jon Moxley voit du sang apparaître, c'est là auquel il est excité, que ça le donne envie de le faire mal, de le torturer. Donc c'est sûr, il va transformer Orange Cassidy en orange sanguine. Et c'est ce qu'il va faire, hein. Et à tel point qu'il va... Je crois qu'il va même prendre le sang léché. Et du coup, il est dégueulasse. C'est tout ce que je peux dire, il est vraiment dégueulasse, Jon Moxley. Et que, au moins, ça prouve que c'est un gros malade. C'est un vrai gros malade. Bon, du fait qu'il ne fait pas que nocelle, du fait qu'il scelle les coups de ses adversaires, au moins ça peut être acceptable. Mais au moins ça montre à quel point, là c'est un Moxley très détestable, auquel il vous montre à quel point il n'est pas là pour rigoler. Vu comment, selon ses propos, il cherche à nettoyer de la EW de tout ce qui est indigne, de tous ceux qui ne sont pas à sa hauteur, tous ceux qui ont rien à faire là, qui préfèrent jouer dans la cour des petits que dans la cour des grands.
Donc il veut, on va dire, éradiquer le mal par le mal et qui veut, on va dire, exterminer les pauvres. Attention, je parle pas d'un dictateur, hein. J'ai pas dit que Moxley c'est un dictateur, mais un, un vrai gangster, un vrai anarchiste tel qu'il peut être, auquel il a avide de pouvoir. Et bien sûr, Orange Cassidy, pendant ces termes aussi, lui, il cherche ça à couper la tête du serpent. Donc il veut couper la tête de John Moxley pour montrer à quel point la folie l'emporte au plus haut point. Mais c'est pas gagné pour Orange Cassidy parce que là, il ne fait que se manger des patates de fourrin sur patates de fourrin. Et pourtant, il se laisse pas faire, hein, Orange Cassidy. Il fait des comebacks, il prouve à quel point qu'il existe, qu'il est encore là, et qu'il veut montrer à quel point il va pas céder face à Moxley, qu'il est prêt à tout pour remporter ce foutu titre, quitte à laisser sa vie. Mais après, ça va partir en sucette quand il va voir les Death Riders qui vont intervenir, et du coup, ben, la conglomération va intervenir aussi. Et auquel ben, ça va partir en baston général. Donc les personnes auxquelles je vous avais cité au début, les Kyle O'Reilly, Rocky Romero, Tomohiro Ishii et peut-être Mark Briscoe qui participent aussi à la fête. Et parmi les filles, ben, il y avait aussi Willow Nightingale qui voulait également en découdre avec Marina Shafir, auquel ben, ça va partir en fight général. À un moment où l'arbitre a perdu le contrôle du match, ben, Orange Cassidy va prendre la mallette, il va frapper sur Moxley, et là peut-être qu'il a peut-être un espoir, mais rien n'y faire. Rien n'y faire vu comment il s'en relève. Il veut tenter ces fameuses prises de risque, mais John Moxley, c'est là où il le calme, il le maîtrise, et c'est à cet instant-là auquel il va avoir le contrôle au fin fond de sa main, et auquel ben, il va écraser Orange Cassidy, hein, comme bien sûr une orange auquel on écraserait avec son pied. Donc il va le torturer et il va le faire un Paradigm Shift Death Rider pour la victoire. Donc John Moxley il fait le compte de 3 et c'est lui qui gagne. Et c'est lui qui conserve le titre. Donc toujours champion John Moxley. Pour l'instant, qui peut l'arrêter? Pour l'instant, personne. Les Death Riders célèbrent avec leur chef, mais Adam Page qui arrive discretos et qui frappe Pac et Wheeler Yuta par derrière avec une chaise et qui distrait forcément John Moxley. Donc John Moxley se méfie de la prochaine attaque de Adam Page. Il se dit il est peut-être là pour réclamer un match de championnat. Mais ce n'est pas du tout le cas, vu comment Christian il fait son entrée aussi en scred pour s'emparer de John Moxley avec son Unprettier Kill Switch. Donc il met KO John Moxley avec cette prise. Adam Page, ben, il prend le contrat et il le donne à Christian Cage pour que Christian Cage pourrait encaisser son contrat sur John Moxley. Donc c'est un peu l'équivalent d'un Money in the Bank, un contrat. Mais il a trop pris son temps alors qu'Adam Page est prêt, enfin il est parti, mais Jay White arrive et il fait un Blade Runner sur Christian Cage. Donc pour Christian Cage, ben, il n'est pas prêt de laisser et lâcher l'affaire à Christian, vu comment il est toujours prêt à le faire chier. Ah oui, et je ne vous ai pas parlé à propos de Adam Page et Jay White. Il faut savoir, quand il a célébré sa victoire, Jay White, eh ben, il s'est fait encore attaquer par Adam Page, et auquel ben, il y avait Christopher Daniels qui est intervenu pour le calmer, et auquel ben, Christopher Daniels s'est mangé une bane par Adam Page. Pendant leur affrontement, bien sûr, pendant leur affrontement. Mais là, ben, c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé entre Jay White et Adam Page, et surtout avec Christian. Mais bon, les Death Riders s'enfuient hors de l'arène, donc ils veulent s'enfuir, mais un chauffard qui conduit un genre de voiture en graffiti percute le 4x4 de les Death Riders et commence à faire fuir justement les Death Riders. Et bien sûr, ce chauffard, c'est Darby Allin, qui lance un message clair et net aux Death Riders que c'est pas terminé et qu'il va avoir leur peau.
un peu comme MJF plus tôt dans la soirée, lorsqu'il lançait un message clair et net à Adam Cole. Voilà ce qu'il attend si il ne surveille pas ses arrières et auquel il est prêt à tout pour le détruire. Et bien là, c'est pareil pour Darby Allin. Il est prêt à lutter contre le contre-pouvoir des anarchistes. Et auquel voilà comment se conclut ce segment. Et auquel ça s'arrête ici. Et au moins, ça a été un excellent pay-per-view pour la AEW Full Gear. Donc voilà, j'ai tout dit là-dessus. Je sais que le 30 novembre, il va y avoir Survivor Series War Games, ça je le sais, qui sera disponible en français le 3 décembre. Et même Saturday Night Main Event aussi, que je vais aussi faire une review là-dessus, et qui va être en français. Donc j'espère que ça va être formidable, en tout cas j'espère. Mais voilà, pour les shows à venir, et bien sûr, on n'oublie pas aussi pour Turning Point pour la TNA. Donc ça bien sûr je n'oublie pas. Et moi pendant ce temps là j'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.